bonjour d'être présent lors de... c'est quoi un keynote? Une keynote. Alors, lors de cette keynote, merci d'être toujours aussi nombreux. Et merci également, non seulement à vous, mais à notre intervenant, que je laisserai se présenter tout de suite, d'ailleurs. Merci, Nicolas. Bonjour à tous. Merci, Jean-Paul. Bonjour à tous et à toutes. Donc Nicolas Deteille, moi j'ai rejoint la direction du groupe Iri Jardin il y a quelques années maintenant, ça fait 4 ans, après 25 ans passés dans le monde du conseil, de l'IT, pour un grand nom de la tech en France. Et donc au sein de ce groupe, j'ai en charge plus particulièrement un certain nombre de sujets tels que l'IT, bien évidemment, compte tenu de mon passé, le marketing, le digital, l'IoT, le développement international et quelques sujets en plus. Voilà. Très bien, merci Nicolas. Je me présente, Jean-Paul Crène, je suis le président de FEDEO, qui est la Fédération des e-commerçants en Occitanie, qui regroupe une cinquantaine de e-commerçants et dont l'objectif est non seulement de faire des points mensuels sur les innovations, les évolutions du métier, mais aussi de permettre aux e-commerçants d'échanger des bonnes pratiques, des expériences, puisque même si ça n'est pas aussi connu que cela, l'Occitanie est une terre de e-commerce depuis une quinzaine d'années. Et non seulement une terre de e-commerce au niveau des acheteurs, puisque la part de marché du e-commerce en Occitanie est supérieure à celle du national, mais aussi au niveau des offreurs, donc au niveau des e-commerçants, puisque les e-commerçants sont également surreprésentés par rapport aux moyennes nationales en Occitanie. Donc FEDEO, et vous en saurez plus sur fedeo.fr. Et si vous êtes e-commerçant ou wannabe e-commerçant, eh bien, vous êtes les bienvenus. Alors, je termine sur cette introduction publicitaire pour arriver sur le vif du sujet, puisque nous allons, Nicolas et moi-même, vous parler de l'innovation en e-commerce. Donc, on a mis en avant un certain nombre de thématiques, que ce soit le Web3, que ce soit les NFT, que ce soit le métavers et aussi l'IoT, alias Internet des objets. Alors, déjà, on va vous parler, parce que c'est le propre de FEDEO, puisque nous sommes une association de e-commerçants, donc on va vous parler de la réalité de l'innovation, et non pas du discours sur l'innovation que peuvent avoir les médias ou que peuvent avoir surtout les grands groupes de la Silicon Valley qui sont là, évidemment, pour nous promettre un monde meilleur demain et grâce à eux. Donc, on va vous parler de ce qu'est la réalité de l'innovation. On vient de clôturer les personnes qui nous regardent sur YouTube, je les invite à aller regarder l'atelier qui a été fait sur le B2B. On se rend compte que dans le B2B, eh bien, ce que les gens veulent, les acheteurs professionnels, ce qu'ils veulent, c'est l'information sur les prix, sur les stocks et les délais de livraison, tout en ayant la possibilité d'avoir des contacts, d'avoir des retours et d'avoir la personnalisation. Donc on voit que la réalité est un peu éloignée par rapport au métavers que l'on nous annonce. Peut-être un mot sur ces innovations Web3, métavers et NFT, Nicolas? Alors, je vais être honnête, on y va tout doucement là-dessus parce que on est une grosse PME ou une petite ETI, comme vous voulez, un peu plus de 600 personnes en France, 150 magasins. Notre activité, c'est la distribution du matériel de piscine. On est un des leaders en France. Notre siège est à Noé et nous sommes bien évidemment adhérents de la FEDEO. Alors, on a voulu regarder ces sujets sans regarder les business cases associés, histoire d'y mettre les mains et puis de les comprendre pour éventuellement être prêt demain, au moment où il y aura une accélération. Donc,
Le métavers, nous, on l'a pris par finalement la partie Immerge, où on s'est dit, tiens, il nous faut un outil d'Immerge capable de modéliser des planogrammes pour l'implantation des nouveaux magasins ou la réimplantation des magasins. Et ça nous a donné l'occasion de modéliser en 3D, finalement, l'ensemble de l'assortiment d'un magasin. Déjà, ça a été un gros travail, et aussi un peu d'argent. Puis ensuite, on s'est dit, tiens, on pourrait faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire filmer nos magasins. Alors, on l'a fait sur quelques magasins. Donc on filme nos magasins et on vient placer des produits en réalité augmentée, 3D, qu'on peut manipuler avec des points chauds. Et puis sur ces points chauds, bien, on peut avoir de l'information produit et puis bien évidemment terminer sur notre site web pour les commander besoin échéant. Donc ce n'est pas encore du métavers, hein, je vous le concède, mais on s'en approche un petit peu. La dernière étape étant celle de évidemment modéliser en 3D le magasin. Mais ça, c'est une autre affaire. Le vrai magasin virtuel, parce que ça coûte quand même encore assez cher. On n'a pas tout à fait les moyens, même avec l'aide de Fédéo. Et on garde ça pour demain. Mais en tout cas, on aura les quelques premières briques qui seront prêtes. Après, le business case, oui, je pense que dans un métier qui est très fortement axé conseil, peut-être qu'effectivement, démarrer le parcours client dans un métavers pour les jeunes générations qui ont été habituées à jouer aux jeux vidéo, peut-être que ça fait du sens. Moi, j'avoue que ce n'est pas mon cas. Mais ça peut faire du sens pour peut-être les jeunes générations démarrer le parcours là-dedans et le terminer finalement de manière transactionnelle sur un site web e-commerce classique. Voilà, moi je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais peut-être vous avez des avis là-dessus et je serais ravi d'en discuter. Donc voilà, donc le métavers c'est intéressant. Après tout, on y est déjà dans le métavers, parce que quand on utilise Google Street ou ce genre de choses, on a une réalité augmentée. Donc on a déjà un premier pas. Le métavers, on y est quelque part déjà. Et si on va jouer sur Roblox ou autre, eh bien on est aussi sur des modèles 3D. Après, il ne faut pas se leurrer. En tant que PME, ETI, ce sont des discours qui sont tenus par notamment Facebook, alias Meta, qui sont là aussi pour leur permettre de trouver des axes de croissance. Parce que le problème, c'est que quand vous faites ces niveaux d'activité tels qu'ils les ont, ils sont obligés de défricher des nouveaux terrains pour capter de plus en plus une part importante de l'attention du marché. Et quoi de mieux que l'immersion pour capter de l'attention. Mais nous, on n'en est pas encore là. On en est en effet sur une écoute, sur une veille, mais on raisonne essentiellement là où sont nos clients. C'est pour ça aussi que, alors là c'est tout à fait personnel. On ne va pas parler du Web3, parce que je vous avoue que j'ai toujours pas compris ce que c'était, ce qui n'est pas la preuve que ce soit incompréhensible, loin de là. Mais je pense tout de même, à voir les écrits et voir les gens qui en parlent, je pense que c'est plus de la foutaise 3 que du Web3. Donc, en anglais, ça ferait bullshit 3. Voilà. Donc, le Web 3, c'est un truc, on ne sait pas bien. Ceux qui ont fait le Web 2 et qui nous ont enfermés dans des plateformes sont en train de nous expliquer que maintenant, ils sont devenus gentils et qu'ils vont nous permettre d'avoir des relations interpersonnelles sans qu'il y ait quelqu'un qui va prendre une commission. Dans les cas, si on regarde, tu m'as dit là, que tu étais allé sur les NFT, là, créer des NFT il y a cet été. Quand on regarde tout de même les modèles économiques, parce qu'il y a bien des modèles économiques, eh bien on se rend compte que ce sont toujours les mêmes qui sont présents, et notamment les investisseurs, et que si ces gens-là mettent beaucoup d'argent dans le Web3, c'est qu'ils doivent s'attendre sans doute à un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, on se doute que c'est nous qui allons le payer, qu'on soit les entreprises ou les utilisateurs. Donc, c'est gravé dans YouTube, donc on en reparlera dans 5 ans à la mêlée, et puis je verrai si je suis ridicule ou pas, mais enfin bon, le ridicule ne tuant pas. Donc voilà, j'ai écarté le Web3. Bon, les NFT, un mot sur les NFT ? Oui, alors un peu à l'image du métavers, on s'est un peu amusé avec le sujet, mais là aussi c'était pour monter en compétence, voir un peu si c'était facile ou pas, ce que ça pouvait donner, sans vraiment avoir d'idée précise du
du business case associé à ça. Donc on a pris une plateforme juste avant qu'elle soit payante, et puis on a créé nos 1000 premiers NFT sur un objet dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Déguisés, avec des chapeaux, des ceintures, des couleurs et ainsi de suite. Et pour le moment, on les a stockés. Ces NFT, on ne sait pas très bien quoi en faire. Du coup, ça prend de la valeur. Ça prend probablement de la valeur. D'ailleurs, je forcément. vous laisserai l'adresse si vous voulez placer des enchères, je serai ravi. On trouvera probablement à un moment donné un business case à ces NFT. Pour le moment, à part le Stade toulousain et ces NFT sur le stade, qui peuvent peut-être être un sentiment de fierté. Voilà. Après, il y a l'authenticité. Après, il y a l'authenticité qui est en lien avec les NFT. Là, on est sur un sujet qui là est intéressant. On en parlait en préparant, Nicolas et moi, en préparant cette keynote. Moi, je regrette toujours qu'on ne mette pas des hologrammes, mais bon, c'est comme les voitures volantes, c'est pareil. Moi, je regrette toujours qu'on m'avait promis ça en l'an 2000. Je n'ai toujours pas vu les voitures volantes. Donc les NFT, oui, c'est intéressant. C'est intéressant pour garantir l'authenticité, même si le Pentagone a mandaté une étude il y a quelques mois de cela. Vous savez, le Pentagone, c'est le truc de l'armée américaine. Là. Ils sont un peu inquiétés sur la blockchain et la sécurisation de la blockchain, et donc des NFT. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas très sécure. Donc regardez sur notre ami Google, vous verrez que les conclusions de cette étude qui ont été publiées, et tapez juste Pentagone blockchain, vous allez voir, ça fait froid un peu dans le dos. Donc voilà, donc on a exécuté à peu près toutes les sources d'innovation, mais il nous en reste une, et Nicolas et moi, là, on y croit. Nicolas parce qu'il a appliqué, et moi parce que j'ai écrit un bouquin sur l'Internet des objets, la 4e révolution industrielle. Donc vous pouvez vous procurer sur Amazon ou ailleurs. Voilà, ça, l'IoT, ça c'est quelque chose où d'une façon concrète, on peut avoir des applications innovantes, Nicolas. Je confirme un peu à l'inverse de ce qu'on a dit sur le métavers et sur les NFT. Sur l'IoT, on a trouvé des business cases. Et là, je peux vous en parler, sans dévoiler de gros secrets. Mais bon, on est dans une région qui est quand même assez connue pour l'IoT. On s'y est intéressé. Et nous, notre domaine, c'est la piscine. Et on s'est dit, mais tiens, l'avenir, c'est quand même la data, de bien connaître son client. Et nous, on a la chance, peut-être, avec un objet IoT, de faire un peu mieux que ça. C'est de connaître l'objet qui nous intéresse chez le client, c'est sa piscine. Et donc, on a développé, il y a de ça maintenant 2 ans, un analyseur connecté qu'on place dans sa piscine et qui permet au propriétaire de la piscine de rendre la piscine simple, beaucoup plus économique aussi, au travers d'un certain nombre de fonctionnalités qu'on lui propose, et un service même, on peut dire, puisque l'application qui est connectée à cet objet, qui flotte dans la piscine, va même jusqu'à donner des préconisations sur le traitement à faire de son bassin. La piscine restant quand même un objet assez complexe pour ceux d'entre vous qui en ont une. C'est pas très simple. Il faut presque avoir un doctorat en chimie parfois pour savoir comment traiter son eau. Là, avec Joé, c'est le nom de l'objet, on arrive à rendre la piscine simple. Et aujourd'hui, on communique beaucoup sur le fait qu'elle est économique, la piscine également, parce que c'est un peu dans l'air du temps. Alors, c'est un sujet intéressant parce qu'on s'est dit, mais le business case, on le voit bien avec la data qu'on récupère, mais en tant que distributeur, retailer, ce n'était pas suffisant. Et on a eu l'idée, donc on a lancé cet objet il y a 2 ans avec un certain succès. Et on s'est dit, on veut aller plus loin maintenant. On veut faire en sorte que cet objet IoT devienne un objet de fidélisation. Et on a en fait transformé notre programme de fidélisation qui avait besoin d'être un peu transformé, qui datait un petit peu et qui était très, on va dire, transactionnel. Un programme de feed où on achetait, on gagnait des points, et puis ces points donnaient droit à des bons qu'on allait dépenser en magasin. Donc on s'est dit, mais tiens, on va utiliser cet objet IoT pour en faire un autre programme de feed premium. Et donc tous les clients Joé du groupe Capgemini, qui achètent chez Éric Jardin leur analyseur connecté Joé, sont aujourd'hui des clients considérés comme fidélisés premium. Et en plus de gagner des points, il y a toute une série d'avantages relationnels qu'on va, à partir de l'été prochain, leur proposer.
avec la capacité à bénéficier de points supplémentaires, par exemple. Si vous traitez bien votre bassin, vous êtes quelqu'un de respectueux de la planète, on va vous offrir des points. Et ces points, vous allez pouvoir les utiliser dans le réseau Irijardin, que ce soit sur Internet ou dans nos magasins. Et puis bénéficier de tout un tas d'autres offres. Donc en fait, je pense que ce qui a fait le gros intérêt pour une marque comme la nôtre de l'IoT, c'est que ce n'est pas uniquement un objet domotique. Parce que d'abord, il y en a déjà sur le marché. Et ensuite, il fallait qu'on se différencie. Et puis après, la domotique, oui, elle s'est beaucoup développée ces dernières années, avec notamment les grands de la tech qui ont sorti leur haut-parleurs connectés. Mais au final, ça reste quand même un truc pour les gens qui aiment ça, quoi. Pour les gens qui aiment la tech, qui aiment contrôler à distance, allumer à distance, fabriquer des scénarios et ainsi de suite. Là, on en a fait un objet pour monsieur et madame tout le monde. Qui non seulement rend un service, mais aussi permet de rendre la marque, j'ai envie de dire, responsable au travers de tout ce qu'on peut proposer comme programme relationnel au titre de la FID. Et c'est pour moi l'association de ces deux choses, l'IoT avec les avantages de l'IoT et la partie fidélisation, utilisation de la data pour proposer des offres à valeur ajoutée dans le cadre d'un problème relationnel qui fait le business case, le réel business case pour Irijardin. Oui, donc en fait, ça veut dire qu'avec cet objet, ça permet à Irijardin d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement et de l'utilisation des produits Irijardin et de l'entretien de la piscine. Et donc, ça permet finalement de garder le lien et de bâtir le lien avec la clientèle. Tout à fait. On peut dire qu'on a même un lien qui est connecté via Sigfox ou le Wi-Fi ou le Bluetooth, les trois d'ailleurs. On a une relation qui est tout à fait personnelle. Pour une marque de notre taille, même si on commence à se développer, à être un peu connu au niveau national, notamment avec notre ambassadeur Chabal, vous l'avez peut-être vu dans les campagnes télé juste avant l'été, c'est difficile de vraiment se différencier, c'est difficile d'avoir de l'impact. Là, on peut en avoir au travers d'un projet comme celui-là, parce qu'on a une connaissance extrêmement fine de nos clients. Alors, là, je communique vis-à-vis de vous, parce que c'est ce que vous êtes venus écouter. Vis-à-vis de notre clientèle, on ne leur dit pas qu'on connaît tout de leur bassin et à quelle heure il vaut mieux pas. Voilà, oui. C'est préférable. Mais on leur offre des services si votre pH est trop bas, si il manque du chlore dans votre bassin, vous allez pouvoir bénéficier d'offres, parce qu'on le sait, complètement ciblées, complètement personnalisées. Ça va arriver au bon moment. On va vous proposer soit de passer dans nos magasins pour acheter du pH-, si votre pH est un peu élevé, ou pour acheter du chlore s'il en manque dans votre bassin. Alors, on ne connaît pas encore l'état des stocks de nos clients. On pourrait rajouter une fonctionnalité éventuellement en leur proposant de nous préciser leur stock de produits. On n'est pas allé jusque-là encore, mais on pourrait le concevoir. En revanche, on a quelques idées pour ajouter des fonctionnalités à cet objet qui permettent de récolter toujours plus de data et d'être toujours plus, j'ai envie de dire, précis dans la façon dont on va s'adresser à nos clients. Aujourd'hui, voilà, si vous allez sur les stores, vous pouvez télécharger l'appli Joé. C'est encore mieux de l'acheter, mais télécharger l'appli Joé, vous verrez, nos clients sont plutôt satisfaits avec une note de 4,5. Donc voilà, ça veut dire qu'on les spamme pas trop. Et sans le savoir, en fait, on fait du marketing sans que ce soit boring pour eux, qui est tellement personnalisé que finalement, ils considèrent, nos clients, qu'on leur offre un service. Et ça, c'est magique. Oui, non, tout à fait. Avoir ce service supplémentaire, ne plus avoir à se poser la question où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et finalement, d'être proactif par rapport aux clients, si ce n'est peut-être demain lui proposer un système d'abonnement où il n'aura plus à réfléchir à son stock de chlore, etc. Alors, évidemment, on y a pensé. On le fera peut-être un jour. On n'en est pas là, mais pour avoir un bouton sur lequel, dans le cadre d'un abonnement, on se fait livrer, dans le cadre de l'abonnement d'ailleurs, sans avoir à payer ce qu'il faut pour traiter son bassin. Parce qu'on connaît la taille du bassin, la quantité de produits qui est à mettre dedans, donc on sait éventuellement parer à certaines
tricherie, on va dire, on pourrait aller vers ce type d'abonnement. On n'a pas commencé par ça parce qu'il y a aussi un challenge derrière logistique de promesses clients qui n'est pas simple à respecter. Et aussi parce que nous sommes un réseau de franchise et que notre stratégie, c'est quand même, ça restera toujours d'ailleurs du drive to store. Donc en fait, cette application, on essaie au maximum d'envoyer les clients vers le magasin. Aujourd'hui, il y a très peu de choses qu'on peut commander en ligne. Pourquoi ? Parce qu'on préfère qu'un client se présente en magasin. Et souvent, ils y vont spontanément parce qu'on a vraiment cette image du spécialiste de la piscine qui est capable de conseiller. Et comme je disais tout à l'heure, la piscine, c'est un truc qui reste compliqué. Et donc, les clients ont besoin de conseils. Donc, aller vers les magasins, c'est aussi un des objectifs de cet objet IoT. Donc, on ne veut pas aller trop loin, trop vite, pour rester, j'ai envie de dire, dans le cadre de notre stratégie qui est clairement du drive to store. Oui, donc en fait, on peut dire qu'on a une double innovation. On a une innovation qui est celle de l'omnicanalité, avec des contraintes spécifiques organisationnelles et de modèle économique général d'Irijardin. Et en fait, l'apport, la valeur créée pour le client doit être au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. Tout à fait. Alors, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec cet objet, parce qu'évidemment, il intéresse aussi beaucoup, cet objet, nos fournisseurs, qui nous disent « Ah oui, vous avez une connaissance fine d'objets qui nous intéressent nous aussi. Et est-ce qu'on pourrait éventuellement s'associer pour offrir des services complémentaires à vos clients, mais au bénéfice de notre marque ?» Alors évidemment, on ne répond pas non à ça. On répond oui, et on essaie de l'organiser pour qu'à nouveau, le client il trouve son compte. C'est-à-dire que lui seul nous dit quel produit, quelle marque il a envie d'avoir. Et on peut pousser, lorsqu'un client nous a fait savoir que sa marque préférée, c'était Bérol, par exemple, ils seront contents, je les cite, on va lui proposer des offres Bérol, parce que c'est sa marque préférée. Et donc, un bon d'achat de 50 € sur de la chimie Bérol, vous imaginez que le client il n'a pas envie de désinstaller son appli jouet de son téléphone. Parce que c'était aussi ça le challenge, c'est... le téléphone, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est de l'ordre de l'intimité. C'est de l'ordre de l'intimité. J'ai des enfants qui sont grands maintenant, mais enfin, leur téléphone, sans téléphone, ils ne vivent plus. Et comment est-ce qu'on fait quand on s'appelle Irijardin et qu'on ne s'appelle pas Decathlon, comment on fait pour rester présent sur le téléphone des jeunes générations, quoi. C'est pas une appli. Les gens qui téléchargent Irijardin, à mon avis, 15 jours plus tard, il l'enlève, quoi, parce que ce n'est pas une appli où on va souvent. Sauf si effectivement elle vous apporte des services, si elle vous apporte des bénéfices. Et donc là, on est, je l'espère en tout cas, gravé pour longtemps. On va rester, si possible, sur la première page de nos clients qui ont des piscines et qui sont considérés comme des clients fidélisés premium jouets. Voilà. Oui, donc ce que tu dis là, Nicolas, c'est que en fait, l'innovation, elle est faite par l'utilisateur. Elle est faite par le client et c'est bien en partant de la valeur créée au client que l'on peut construire l'innovation. C'est pas les startups qui font l'innovation. Celles qui font l'innovation, c'est le client. C'est les choix que font les clients, les usages qu'ils ont, parce que le pari de l'IoT et de l'application, en tout cas dans ce contexte B2C, c'est bien le pari de l'usage et de la continuité de l'usage, parce que bon, aller télécharger l'application, c'est super, mais il faut, comme tu le dis, faire en sorte qu'il continue à l'utiliser. Tout à fait. Mais ça, je pense que c'est le principal risque. Il ne faut pas tomber dans ce piège qui est de faire des choses pour évidemment se faire plaisir ou utiliser les nouvelles technos, les NFT parce qu'on a entendu parler, le métaverse et ainsi de suite. L'IoT, on a trouvé un vrai bénéfice pour le client en écoutant nos clients. Et c'est l'avantage d'être dans le B2C, c'est qu'on est au contact des clients toute la journée. Ils sont parfois pas simples, exigeants, mais ils ont raison. Et justement, nous, on répond à cette exigence en mettant à leur disposition un certain nombre d'offres qui leur rendent la vie plus facile. Je vais vous donner une petite anecdote qui me permet d'être certain de ce que je dis là, parce que vous pouvez vous dire, non, il me raconte des salades. On a eu un bug technique, ça arrive, cette année, et sans le vouloir, la base de connexion, on utilise la techno Amazon,
elle était inaccessible. Donc les clients ne pouvaient plus accéder à leur application. C'est arrivé à 19 h un mercredi soir. Le jeudi matin, j'ai convoqué toutes mes équipes, qu'elles connaissent l'informatique, l'IoT ou pas. Et on a été tous derrière le téléphone. On a reçu des centaines de coups de téléphone de clients qui n'arrivaient pas à se connecter, parce que c'était le début de la saison, qui n'arrivaient pas à se connecter à leur appli Joé. Et moi-même, j'ai pris des appels. C'était très intéressant parce que j'ai eu beaucoup de clients au téléphone qui me disaient « Mais vous comprenez, monsieur c'est difficile, quoi, sans Joé, comment je vais faire ?» Voilà. Et je n'irai pas jusqu'à dire que ce bug a été une belle expérience, parce qu'on a quand même souffert. Dieu merci, on a réussi à régler le bug relativement rapidement, et en fin de matinée, la base client avait été reconstituée, et donc les clients pouvaient réaccéder à leur applicatif le plus normalement du monde. Mais ça nous a permis finalement de le faire sans le vouloir, une espèce d'étude marketing hyper ciblée, hyper rapide. Et finalement, voilà, ça reste un mauvais souvenir, mais dont on a tiré de belles conclusions. Oui, c'est intéressant ça, de voir la dépendance du client par rapport à l'application. Bon, il ne faut pas le recommencer trop souvent, mais non, voilà. Mais en tout cas, ça donne un bon thermomètre, c'est le cas de le dire, pour la température du client face à l'appli. Très bien, merci. Nicolas, un point. J'ai un petit cadeau pour vous. On fait du commerce, donc voilà, je voulais vous proposer quelque chose quand même, terminer en beauté. Pour les 5 premiers. Les 5 premiers. Alors, vous êtes très nombreux dans cette salle, donc voilà, il va falloir vous battre. Mais si vous utilisez le code, alors c'est tout en majuscule. Écoutez bien. Voilà. Écoutez bien. Mêlez X Joé, donc MELEEXJOEY. Vous aurez une remise de 100 € pour les 5 premiers qui commanderont un jouet sur notre site internet irijardin.fr. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bravo. Merci Nicolas. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vois que j'ai une question en ligne, problématique de l'authenticité par rapport à NFT. À ce point-là, oui, alors... ça, c'est tout un débat. Je ne vais pas rentrer 1 minute 30 secondes avant la clôture de la keynote sur NFT et blockchain et le fait que est-ce qu'on a réellement besoin de s'asseoir sur ou de fonder un NFT sur une blockchain. Bon, ça, c'est un débat intéressant, mais là, j'ai bien peur qu'on soit un peu court. Mais voilà, si ça vous intéresse, les NFT, en effet, ne pensez pas qu'il y a un lien absolu entre NFT et blockchain. NFT n'est pas forcément lié à une blockchain, quoi que l'on entende et qu'on lise à droite et à gauche. Peut-être dans la minute qui suit, une question dans la salle ? Oui ? Pas forcément, non. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas forcé d'avoir un lien. La question étant, est-ce que la NFT est forcément reliée à la blockchain ? Non, pas forcément. Vous pouvez avoir des NFT qui sont reliés à un tiers de confiance autre que la blockchain. Une autre question ? Oui. Oui. Donc vous faites appel à Sigfox, qui est toulousain, je crois. Qui était toulousain. Par le réseau le 0G. Et c'est eux qui gèrent tout ça, ou vous avez vous-même en interne, vous devez gérer les données ? Alors, on utilise effectivement Sigfox parce que c'est le moyen le plus facile pour se connecter sans avoir à s'appairer à quoi que ce soit. Vous lancez votre jouet dans l'eau et puis il émet automatiquement. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'appairage à un hub, à une passerelle, à ce que vous voulez. Bon. Donc ça fonctionne très bien sur la plupart des territoires. En France, quasiment tout le territoire français est couvert par jouet. Et en fait, en l'occurrence, c'est largement suffisant pour ce qu'on en fait, puisque en données montantes, on en récupère pas mal. En données descendantes, c'est aussi largement suffisant, puisque
ces informations, on les a sur son téléphone mobile. Donc les seules informations qui transitent par le réseau bas débit sont suffisantes pour offrir le service dont je vous ai parlé. Après, on a projet, bien évidemment, de permettre à nos clients jouets de pouvoir se connecter via une passerelle pour connecter tout ça au Wi-Fi de la maison, à la box de la maison. Et là, à ce moment-là, on ne passerait plus par Sigfox. Alors, on a fait ça parce que Sigfox, vous avez suivi comme moi, ça a été revendu à une société singapourienne, je crois, et que la pérennité, alors nous, on l'espère encore très longue, mais voilà, il faut pouvoir trouver d'autres formes de connectivité. Donc, c'est pas réseau Wi-Fi, c'est pas forcément la panacée non plus, parce que il faut quand même être en capacité de se connecter à une passerelle et ensuite la passerelle à la Wi-Fi de la maison. Hein. Et ça reste un geste qui est compliqué pour certaines personnes. Donc il y a d'autres solutions technologiques qu'on est en train d'étudier et qui vont permettre de remplacer Sigfox, mais sans passer par le Wi-Fi de la maison, avec des réseaux bas débit également. Mais ça suppose qu'on change l'électronique de l'objet, donc c'est plus tout à fait le même objet. Hein. Ce sera le jouet de demain, très probablement. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Nicolas. Merci aux personnes qui ont suivi en streaming. Et bonne continuation et bonne journée. Merci. Merci.